Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Maria Boracheva, la première femme soldate dans l'armée russe et la fondatrice du bataillon féminin de la mort. Même avant la Première Guerre mondiale, pendant les guerres russo-japonaises, les femmes russes se sont toujours impliquées dans l'armée en tant qu'infirmières, et ceci dans toutes les classes sociales. La grande-duchesse Maria Pavlovna, qui venait de divorcer, qui avait connu un mariage malheureux, s'est par exemple engagée dans l'armée en tant qu'infirmière, et elle explique que cela l'a fait sortir de son cocon, qu'elle a découvert la vraie vie ainsi. Maria Ulyanovna, la sœur de Lénine et ancien agent bolchevique, était aussi infirmière. On a aussi les filles du chanteur d'opéra Fyodor Chapalin. Être infirmière dans l'armée, c'était quelque chose qui était plutôt valorisé chez les femmes russes. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a aussi l'Union automobile de Zemstvo qui lance des courses automobiles avec des participants hommes et des participants femmes. Et on remarque que les hommes ont une meilleure performance, mais que les femmes ont de meilleures connaissances théoriques. Et d'ailleurs, les 58 femmes qui étaient présentes obtiennent toutes leur diplôme de conductrice. Et donc, il commence à y avoir des femmes conductrices dans l'armée. Mais les femmes restent cantonnées à des domaines subalternes, comme les transports ou le domaine médical. Et les femmes soldates sont encore inexistantes. Je vais donc vous parler de Maria Boracheva, la première femme combattante dans l'armée russe tsariste. Maria est née en 1888 dans la province de Novgorod, dans un petit village et dans une famille très pauvre. Elle a 2 grandes sœurs et une petite sœur. Son père était un ancien serf, mais très vite, son père sombre dans l'alcoolisme. Il ne travaillait que quelques jours dans la semaine et il passait le plus clair de son temps à battre sa femme et ses enfants. Il n'y avait que la mère qui travaillait pour subvenir aux besoins de la famille. Et Maria était aussi une petite fille maltraitée et négligée. Par exemple, quand elle avait 6 ans, qu'elle était restée seule à la maison, elle a bu une bouteille entière de vodka et quand sa mère l'a fouettée pour la punir quand elle l'a découvert. Maria commence à travailler à 8 ans. Elle doit faire du babysitting et s'occuper d'un petit garçon qui est à peine plus jeune qu'elle, un garçon de 5 ans. Mais elle se dispute régulièrement avec ce petit garçon, et donc ça ne dure pas. Et quand elle a une dizaine d'années, elle rentre au service d'une épicière. Elle doit s'occuper du rangement, faire le ménage dans l'épicerie, et la patronne la prend un peu sous son aile et la considère même comme sa propre fille. Mais quand Maria a 15 ans, elle commence à en avoir marre de cette vie. Elle aimerait aller au bal, elle aimerait avoir des belles robes, et surtout, elle aimerait échapper à l'emprise de son père qui devient de plus en plus violent et de plus en plus tyrannique. Et ses 2 grandes sœurs se sont déjà mariées, et pour elle, le seul moyen de s'émanciper de ses parents, c'est le mariage. Donc elle a une première amourette avec un jeune officier, mais ce jeune officier la repousse parce que elle n'est pas assez riche pour lui. Et en désespoir de cause, Maria accepte de se marier avec Athanas Botchkarev, qui lui donnera son nom de famille sous lequel on la connaît. Elle ne l'aime pas vraiment, il a 10 ans de plus qu'elle, mais elle espère qu'en se mariant,
elle échappera un peu à elle échappera un peu à l'emprise de son père. Mais malheureusement, Athanase se révèle tout aussi violent et tout aussi alcoolique. Maria fait plusieurs fugues, elle fait même une tentative de suicide. Athanase finit par être arrêtée et par aller en prison. Maria se retrouve seule, elle doit faire des petits boulots pour survivre. À un moment, elle est même kidnappée et faite prisonnière dans une maison close, mais elle réussit rapidement à s'échapper. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre son deuxième mari, Jacob Buck. Donc Jacob Buck, c'est un jeune homme qui au départ a l'air plutôt cultivé. Il est boucher, mais il a quand même été à l'université. Il a des idéaux un peu révolutionnaires et il a aussi été mêlé à un gang, à une bande de malfaiteurs. Il est arrêté et exilé, mais Maria, en femme dévouée, décide de le suivre dans l'exil. Et au fur et à mesure du temps, Jacob montre sa vraie personnalité. Il apparaît comme un homme jaloux et immature. Il accuse sans cesse Maria de l'avoir trompée et il la brutalise. Il lui fait des crises de jalousie. Et à un moment, il essaye même de l'étrangler. Maria tombe dans les pommes, mais heureusement, elle survit. Et Jacob est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Maria se retrouve donc à nouveau seule. C'est à ce moment-là que débute la Première Guerre mondiale. Comme beaucoup de ses compatriotes, Maria se sent gagnée par un élan patriotique. Elle va au point de recrutement et elle dit je veux m'engager, je veux voir le commandant, mais les hommes qui sont présents lui rient au nez et on lui conseille plutôt de se porter volontaire pour être infirmière. Mais elle ne veut pas être infirmière, elle veut vraiment se battre. Et en désespoir de cause, elle écrit un télégramme au tsar. Et finalement, le tsar accepte qu'elle puisse s'engager dans l'armée. Alors elle se coupe les cheveux, et elle prend un uniforme masculin, et sa mère lui dit mais tu n'es plus ma fille, si tu fais ça, je te renie. Mais Maria ne l'écoute pas. Elle a du mal à se faire respecter par ses camarades. Elle subit des railleries, des moqueries. Et le premier soir, dans le dortoir, elle échappe même à des tentatives d'agression sexuelle. Mais lors de sa première bataille, elle se fait remarquer. Elle court sous les bombes pour venir en aide à des camarades blessés. Et elle obtient une médaille de 4e classe. Progressivement, les soldats commencent à la respecter et elle devient assez populaire. Ils la traitent comme une égale et elle se fait aussi appeler Yashka, donc elle utilise un pseudonyme masculin. Elle nous décrit sa vie de combattante. À un moment, son pied est gelé et elle a peur de devoir se faire amputer, mais elle passe quelques mois à l'hôpital et est finalement guérie. À un autre moment, elle est capturée par les Allemands et elle reste prisonnière pendant 8 heures. Elle fait croire aux Allemands qu'elle n'est pas vraiment soldate, mais qu'elle est infirmière, et elle réussit à s'en sortir. Elle est pressentie pour obtenir une médaille de 2e classe, mais comme elle est une femme, elle n'obtient finalement qu'une médaille de 3e classe. Elle décrit aussi la faim et le froid dans les tranchées, et elle a une expérience qui est finalement pas si différente de celle des hommes combattants. Mais en 1917, sa vie bascule à nouveau. C'est le moment de la révolution russe et les soldats, qui sont des gens assez pauvres, qui sont eux aussi des paysans, des hommes du peuple, se laissent peu à peu gagner par l'idéal révolutionnaire et pacifique des bolcheviks. Et Maria, elle n'est pas d'accord. Elle veut vraiment combattre, elle veut défendre son pays. Et elle se dit, puisque les hommes sont trop lâches, pourquoi ne pas organiser un bataillon spécifiquement
féminin? Pourquoi ne pas chercher à recruter davantage de femmes? Et grâce à ses contacts, elle est reçue à la Douma, qui est une assemblée fédérale russe. Elle est illettrée, elle n'a pas été à l'école, et donc elle a un peu peur de s'exprimer devant des hommes politiques. Mais elle parvint à trouver ses mots, et je vais vous lire un extrait du discours qu'elle aurait prononcé à la Douma. Les femmes ont naturellement le cœur léger, mais celles qui sauront se sacrifier elles-mêmes pourront, par une parole bienveillante, par la bonté de leur âme et par l'exemple de leur héroïsme, contribuer au salut de la patrie. Nous sommes faibles physiquement, mais si moralement et spirituellement nous sommes fortes, nous ferons plus de besogne qu'une troupe considérable. C'est un succès puisque 2000 femmes signent pour s'engager dans le bataillon de la mort. Maria devient le chef du bataillon de la mort et elle applique une sorte de maternalisme. Dans ce bataillon, il y a des règles très strictes. Les recrues n'ont pas le droit de flirter, par exemple. Maria n'hésite pas non plus à gifler ses soldats, mais elle les appelle aussi mes filles et elle les traite un peu comme ses enfants. Peut-être que comme elle n'avait jamais eu d'enfant, elle trouvait un peu une sorte de maternité de substitution en s'occupant de ces jeunes femmes. Et bien sûr, son côté strict ne plaît pas à tout le monde. Elle doit affronter des mutineries de la part des membres du bataillon féminin, mais aussi des critiques de ses collègues masculins qui lui reprochent d'être réactionnaire, d'être trop attaché aux valeurs de l'ancien régime. Et avec la révolution russe qui progresse, elle est finalement démobilisée. Elle est reçue par Lénine et Trotsky. Elle leur dit mais messieurs, vous risquez de mener le pays à sa ruine. Et Lénine et Trotsky ne l'écoutent pas et lui rient au nez. Et les temps sont de plus en plus durs pour Maria. Souvent on la reconnaît, on dit « Oh, c'est la Botchkareva, c'est une garde, c'est une réactionnaire. » Et pour éviter d'être reconnue, elle doit se déguiser. Elle est même arrêtée une fois et elle manque d'être fusillée parce qu'on la soupçonne toujours d'être un élément anti-bolchevique et contre-révolutionnaire. Mais heureusement, un de ses anciens camarades et amis intervient et elle est épargnée au dernier moment. Elle décide de quitter la Russie. Elle va aux États-Unis, à San Francisco. Elle est accueillie par des suffragistes. Elle rencontre le président américain de l'époque, le président Wilson. Et elle rencontre aussi Isaac Don-Lévin, qui va l'aider à rassembler ses mémoires et qui va écrire sa biographie. Donc Isaac Don-Lévin, il vient d'une famille russe, d'une famille juive biélorusse. Il a émigré aux États-Unis à l'âge de 20 ans. C'est un journaliste qui est surtout connu pour ses écrits anti-bolcheviques. Et Maria commence à lui raconter son histoire. Donc il l'écrit et il la traduit en anglais. Dans les années 1920, il va sortir le livre que j'ai utilisé comme source principale de cette vidéo, la biographie de Maria qui s'intitule Yashka, My Life as a Peasant, Exile and Soldier, dont une partie a été traduite en français sous le titre Yashka, journal d'une combattante. Maria aurait pu rester aux États-Unis et être heureuse, mais son pays lui manque et elle repart quand même en Russie. Et malheureusement pour elle, en 1920, elle est de nouveau arrêtée et cette fois-ci, elle est fusillée. Elle ne sera réhabilitée qu'en 1992. Pour conclure, je vais essayer de résumer un peu la personnalité de Maria. On l'a vu, Maria n'avait pas eu une vie facile. Elle avait souffert de la violence des hommes, notamment de son père puis de ses deux maris.
Elle avait eu des pensées suicidaires, elle avait fait plusieurs tentatives de suicide, elle avait échappé plusieurs fois à la mort. Et à l'approche de la Première Guerre mondiale, elle a trouvé dans l'armée vraiment sa raison de vivre. Et donc oui, elle avait un côté strict, un côté assez militaire, mais je pense que c'était surtout une femme assez naïve qui croyait en l'ordre, qui croyait en la hiérarchie. Enfin, elle était aussi assez très pieuse. Dans son livre, à plusieurs reprises, elle remercie Dieu. Comme beaucoup de ses compatriotes d'ailleurs, elle avait aussi beaucoup de préjugés, notamment sur les juifs, même si au long de sa vie, elle a évolué. Maria n'était pas vraiment féministe, mais elle a quand même posé la question de la place des femmes dans l'armée. D'ailleurs, elle a été aussi célébrée par certaines militantes féministes. Emmeline Pankhurst qualifie Maria de Jeanne d'Arc russe. Et donc pour terminer, j'aimerais terminer par une citation de Maria. Nous ne sommes pas ici pour fraterniser, mais pour nous battre. Pour tuer les ennemis ou pour être tué par eux, j'ai le droit d'être tué si cela me plaît. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Bisous à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.